Svetlana Alexievitch, La supplication, chapitre 1er, Le cœur des soldats. Notre régiment fut réveillé par le signal d'alarme. On ne nous annonça notre destination qu'à la gare de Biélorussie, à Moscou. Un gare protesta. Je crois qu'il venait de Leningrad. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit, devant les compagnies rassemblées, tu iras en prison ou seras fusillé. Mes sentiments étaient tout autres. À l'opposé, je voulais faire quelque chose d'héroïque. Comme poussé par une sorte d'élan enfantin, la plupart des gars pensaient comme moi. Des Russes, des Ukrainiens, des Kazakhs, des Arméniens. Nous étions inquiets, bien sûr, mais gais en même temps. Allez savoir pourquoi. Eh bien, nous y sommes allés, à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche et un masque de gaz. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillions en bas, à sortir les décombres et gratter des surfaces. Et une journée en haut sur le toit du réacteur, à la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus, les appareils et les machines devenaient dingues. Mais nous travaillions et nous en étions fiers. Nous sommes entrés. Une pancarte annonçait « Zone interdite ». Je ne suis pas allé à la guerre, mais j'avais le sentiment de quelque chose de connu. C'était quelque part dans ma mémoire. Impossible de dire d'où cela venait, mais c'était lié à la mort. En chemin, nous croisions des chiens et des chats errants. Parfois, ils se comportaient bizarrement et fuyaient les gens. Je ne comprenais pas ce comportement jusqu'au moment où l'on a ordonné de tirer systématiquement sur eux. Les maisons étaient sous-scellées, les machines agricoles des kolkhozes abandonnées. C'était un spectacle intéressant. Il n'y avait personne à part nous, les patrouilles de milices. Nous pénétrions dans certaines maisons. Des photos étaient accrochées au mur, mais les occupants n'étaient pas là. Des papiers jonchaient le sol, carte des jeunesses communistes, certificats, diplômes d'honneur. Dans une maison, nous avons emprunté une télé, mais temporairement. Je n'ai pas vu que quelqu'un ait emporté chez lui un quelconque objet. D'abord, nous avions le sentiment que les gens allaient rentrer. Ensuite, tout semblait lié à la mort. Nous sommes allés faire des photos dans le bloc, près du réacteur. Nous avions envie de nous en vanter à la maison. Nous avions peur et en même temps une curiosité irrésistible nous poussait. Moi, je n'ai pas pris de risque. Je pensais à ma femme qui est jeune, mais beaucoup de gars prenaient un grand verre de vodka et y allaient. Une maison abandonnée. La porte d'entrée était fermée. À l'intérieur, il y avait un chaton sur le rebord de la fenêtre. Je pensais qu'il était en terre cuite. Je me suis approché. Il était vivant. Il avait mangé toutes les fleurs des pots, des géraniums. Comment était-il entré? À moins qu'on ne l'ait oublié. Sur la porte, il y avait un mot. Cher homme, ne cherche pas des objets de valeur. Nous n'en avions pas. Utilise ce dont tu as besoin, mais sans marauder. Nous reviendrons. Sur d'autres portes, il y avait des inscriptions à la peinture. Pardonne-nous, notre maison. On disait adieu à son foyer comme à un homme. D'autres écrivaient « Nous partons ce matin » ou bien « Nous partons ce soir ».
Parfois, ils ajoutaient la date et même les heures et les minutes. J'ai vu également des mots sur des pages de cahiers arrachés. Ne tue pas la chatte, les rats vont tout manger. Une écriture d'enfant. Ne tue pas notre Julka, elle est gentille. Quand j'étais sous les drapeaux, notre tâche était de ne pas laisser les habitants du coin retourner dans les villages interdits. On dressait des barrages sur les routes, on construisait des postes, des miradors. Les gens nous appelaient les partisans. Allez savoir pourquoi. Une vie tranquille, mais nous étions de garde, en uniforme. Les paysans ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas prendre un seau, une scie ou une hache de leur propre cour, ou encore sarcler leur potager. Comment leur expliquer? En effet, d'un côté de la route, il était interdit de passer, et de l'autre, les vaches passaient, les moissonneuses-batteuses travaillaient et les camions transportaient les céréales. Des femmes se rassemblaient et nous suppliaient. Les gars, laissez-nous passer. C'est notre terre, nos maisons. Et ils nous apportaient des œufs, du lard, du torboyau. Je suis un militaire. Quand on me donne des ordres, je dois obéir. Mais il y a eu tout de même un élan héroïque. Bien sûr, il n'était pas totalement spontané. Les adjoints politiques faisaient des discours. On en parlait à la radio, à la télé. Chacun répondait à des motivations propres. Les uns voulaient qu'on parle d'eux, qu'on les interviewe. D'autres voyaient tout cela comme un travail. D'autres encore, j'en ai rencontré. Ils vivaient avec le sentiment d'accomplir des actes héroïques. On nous payait bien, mais la question de l'argent ne se posait pas réellement. Mon salaire était de 400 roubles et là-bas, j'en touchais 1000. On nous a reproché cela plus tard. Vous avez ramassé de l'argent à la pelle et à votre retour, vous avez voulu en plus des voitures et des meubles importés sans faire la queue. C'était vexant, bien sûr. Il y avait aussi l'élan héroïque. Avant d'y aller, j'avais peur, mais cela n'a pas duré longtemps. Une fois sur place, la peur a disparu. Il y avait des ordres, le travail, la mission. J'étais intéressé par le réacteur vu du ciel. Que s'était-il passé en réalité? De quoi cela avait-il l'air? Mais il était strictement interdit de le survoler. Sur ma fiche, il est écrit que j'ai reçu 21 Roentgens. Mais je ne suis pas certain que ce soit vrai. Le principe était très simple. Nous arrivions dans le centre du district, à Tchernobyl. C'est une minable petite ville et non pas cette chose grandiose que j'imaginais. Et là, un dosimétriste mesurait le fond de la radiation. Or, nous nous trouvions tout de même à 10 ou 15 km de la centrale. Ce chiffre était ensuite multiplié par le temps que nous avions volé dans la journée. Mais dans notre travail, nous survolions régulièrement le réacteur à bord de nos hélicoptères et, à la centrale, la radioactivité variait. Un jour, 80 Roentgens, le lendemain, 120. Dans la nuit, je passais 2 heures au-dessus du réacteur. Nous filmions la centrale dans les infrarouges et des morceaux dispersés de graphite apparaissaient sur la pellicule comme si le film avait été exposé. Dans la journée, on ne pouvait pas les voir. J'ai discuté avec des scientifiques. L'un me disait « Je pourrais même lécher votre hélicoptère. Cela ne me ferait pas le moindre mal. »
Et un autre me tensait. Mon gars, il ne faut pas voler sans protection. Vous vous abrégez la vie. Fabriquez-vous des protections avec du métal. Nous avons mis des feuilles de planche sur les sièges et nous avons découpé des plaques de protection pour la poitrine dans le même métal. Bien sûr, cela nous protégeait contre certains rayons, mais pas contre tous. Nous volions du matin au soir. Il n'y avait là rien de fantastique. Le travail, un dur travail. La nuit, nous nous installions près de la télé. C'était le mondial et la plupart des conversations tournaient autour du foot. Nous n'avons commencé à réfléchir que... Comment vous dire? 3 ans plus tard, je crois. L'un est tombé malade, puis un autre. L'un est mort, l'autre est devenu fou. Le troisième s'est suicidé. C'est alors que nous avons gambergé vraiment. Mais nous ne comprendrons vraiment ce qui s'est passé que dans 20 ou 30 ans. L'Afghanistan, où j'ai passé 2 ans, et Tchernobyl ont été les 2 moments de ma vie où j'ai vécu le plus intensément. Je n'ai pas dit à mes parents qu'on m'avait envoyé là-bas. Un jour, mon frère a acheté les Izvestia et y a trouvé mon portrait. Il l'a montré à ma mère. Regarde notre héros. Elle s'est mise à pleurer. En y allant, vous savez ce qu'on voyait sur le chemin? Sur les bas-côtés, sous les rayons du soleil, de petits éclats, de petits cristaux qui brillaient, des particules minuscules. Nous allions vers Kalinkovitchy, par Mosir. Ça brillait. Nous en avons parlé. Dans les villages où nous travaillions, nous avons aussitôt remarqué ces petits trous brûlés sur les feuilles, surtout sur celles des cerisiers. Lorsque nous ramassions des concombres ou des tomates, dans les potagers, il y avait aussi ces petits trous noirs sur les feuilles. Nous pestions, mais nous les mangions. J'y suis allé. Je pouvais l'éviter, mais je me suis porté volontaire. Dans les premiers jours, je n'ai pas rencontré de gens indifférents. Ce n'est que par la suite que j'ai vu des yeux vides. Lorsque tout le monde s'est habitué. Décrocher une décoration, des privilèges, des bêtises. En ce qui me concerne, je n'avais besoin de rien. Un appartement, une voiture, une dacha. J'avais déjà tout cela. En fait, il s'agissait d'une affaire d'hommes. Les vrais hommes ne refusent pas les missions vraiment dangereuses. Les autres, ils restent dans les jupes de leurs femmes. Pour l'un, sa femme doit accoucher. L'autre a des enfants en bas âge. Le troisième souffre de brûlures d'estomac. On lançait une bordée de jurons. Et on y allait. Nous sommes retournés chez nous. J'ai enlevé tous les vêtements que je portais et je les ai jetés dans le vide ordure. Mais j'ai donné mon calot à mon fils. Il me l'a tellement demandé. Il le portait continuellement. 2 ans plus tard, on a établi qu'il souffrait d'une tumeur au cerveau. Vous pouvez deviner la suite vous-même. Je ne veux plus en parler.